Bonjour à tous, encore une vidéo sur le Covid et sur les vaccins. Je sais qu'on ne parle que de ça et moi aussi j'en ai un peu marre, mais ça me paraissait important de faire celle-ci. C'est encore l'IHU de Marseille qui m'interroge. Je ne comprends pas l'IHU de Marseille. Je vais vous parler d'une présentation qui fait partie d'une vidéo du 10 août de la chaîne YouTube de l'IHU donc, sur plusieurs sujets dont le fait que les vaccinés sont aussi contagieux que les non-vaccinés. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir la présentation dans son intégralité. Donc cette question, on le sait, c'est une des données essentielles sur la légitimité de la mise en place du pass sanitaire. Elle est donc hypersensible et hautement politisable. C'est pourquoi ces données doivent être parfaitement présentées. Et ce qui n'est pas le cas ici à mon avis. Voilà la partie qui nous intéresse. La question est posée. Les patients vaccinés et contaminés sont-ils moins contagieux? Et voilà ce qu'il en dit. Quand on compare les charges virales des vaccinés et non vaccinés, là c'est fascinant, mais là aussi, les vaccinés en fait, ils ont des charges virales qui sont plus élevées. Et enfin, clairement, les gens vaccinés ont des CT très bas. Quand ils ont des CT très bas, ces gens vaccinés, ils ont les cultures qui sont positives. Il le dit en décrivant ce graphe-là. Ici vous avez les vaccinés et les non vaccinés. Et ici vous avez la valeur du CT. C'est quoi le CT? Nous, ce qu'on appelle le CT de la PCR, c'est en gros lié à la charge virale. Donc en pratique, plus on a un CT qui est bas, donc quand le CT est très bas, ça veut dire qu'il y a une charge virale qui est très haute. En revanche, quand le CT est élevé, on a une charge virale, donc une excrétion de virus qui est moins importante. Ça, c'est des choses qu'on va mesurer par la PCR. En gros, une PCR sert à savoir si vous avez un certain type d'information génétique dans un échantillon. Pour cela, on va amplifier la quantité de cette information pour la rendre détectable. Bah oui, au début, la quantité est trop faible pour l'avoir. Ici, nous avons un échantillon avec de l'ADN double brin. Pour l'amplifier, vous allez d'abord séparer les deux brins d'ADN, c'est-à-dire qu'on dénature l'ADN. Puis vous ajoutez dans la solution des amorces, c'est-à-dire des petits morceaux d'ADN qui correspondent avec une partie de l'ADN que vous cherchez. Ils se fixent sur l'ADN et cela permet la copie de ce brin grâce à une protéine, l'ADN polymérase. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur la transmission des gènes. Vous avez alors deux doubles brins d'ADN. C'est la fin du premier cycle. Le deuxième cycle est ensuite enclenché. Avec ces deux brins, on réalise la dénaturation de l'ADN, puis l'accroche de l'amorce, puis la réplication. Et vous avez alors 4 doubles brins. Et vous continuez les cycles qui vont doubler la quantité d'ADN à chaque fois. Vous continuez jusqu'au nombre de cycles nécessaires pour pouvoir détecter l'ADN avec les appareils de mesure, le fameux CT. Vous comprenez alors que plus vous avez d'ADN au début, moins il va y avoir besoin de cycles pour être visible. C'est le cas pour le virus de la Covid. Si vous êtes infecté, vous avez plus de virus et donc plus de matériel génétique au début. Donc vous aurez besoin de moins de cycles pour atteindre le niveau de détection. Oh, petit détail, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que le SARS-CoV-2 est un virus à ARN monobrin. Rien à voir avec de l'ADN double brin. Donc pour faire de la PCR, on doit faire une étape en plus. Celle de transcrire l'ARN du virus en ADN et ensuite l'amplifier. C'est pour ça qu'on utilise une transcriptase inverse qui transcrit l'ARN en ADN, d'où le nom de PCR-RT. RT pour reverse transcriptase. Et puis ensuite, avec le brin, on ajoute les amorces, réplication, fin du premier cycle, puis second cycle, dénaturation, amorce, réplication, dénaturation, et vous connaissez la suite. Après, il passe un peu de temps pour expliquer que le CT est corrélé avec la contagiosité réelle. Moins on fait de cycles pour détecter l'ARN du virus, plus ça veut dire qu'on en avait beaucoup au début, et que la charge virale était élevée, et donc on était contagieux. Bon, on revient à cette figure-là. Ici, vous avez les valeurs de CT des vaccinés et des non-vaccinés. Et on voit que les vaccinés ont un CT plus faible, donc ils sont plus contagieux. Seulement, on a un souci ici avec la définition des vaccinés et des non-vaccinés. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est la limite de sa présentation. Voilà, j'ai pris pour la définition ceux qui avaient eu au moins une dose depuis 15 jours, parce qu'après ça devient compliqué, c'est-à-dire si on prend selon les vaccins, si vous voulez la deuxième dose, on va changer les délais. Alors on sait que la vaccination, une dose, c'est pas la vaccination complète, donc c'est un peu les limites de ça, mais quand même c'est tous des gens qui avaient été vaccinés au moins une dose. Mais quelle limite? Et en plus l'explication est bizarre. Il ne prend pas 15 jours après la deuxième dose parce que après c'est trop compliqué, je comprends pas. Alors que c'est plus simple, 2 semaines après la deuxième dose. En effet, quel que soit le vaccin, les résultats de leur efficacité après une seule dose est très variable en fonction des conditions d'étude, alors que l'efficacité des vaccins après la seconde dose est beaucoup plus homogène entre les études. Pour ça, je vous conseille un état des connaissances livré par Santé publique Ontario dans un document COVID-19 Real World Vaccine Effectiveness, What We Know So Far, dans le tableau 1, page 17.
Et donc vous observerez que les données sur l'efficacité après les secondes doses sont beaucoup plus stables, autour de 90%, que les données après une première dose. Bon, on va me dire que dans certaines études, on montre une efficacité de 90% après une dose chez Pfizer. Mais si on prend par exemple celle de Hunter et Brenner, qui effectivement annonce une efficacité de 90% après une dose, mais seulement après 21 jours. Ils observent une efficacité du vaccin nulle jusqu'à 14 jours après la première dose. Puis, il y a une montée jusqu'à 90% à environ 21 jours. Donc le choix qui est fait ici en plus des 2 semaines après une dose est bizarre. On va avoir une efficacité du vaccin très variable. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de ne prendre qu'après les secondes doses? Et quels sont les résultats si jamais on ne prenait que ces secondes doses? Ça aurait été bien d'avoir la figure. Il annonce qu'il a 30% de ces cas. Ça aurait été intéressant de les mettre en parallèle. Du coup, difficile de faire confiance aux figures suivantes, car certains vaccinés peuvent passer dans le camp des non-vaccinés à mon avis. De plus, il manque des paramètres importants qui influencent l'efficacité des vaccins. La classe d'âge par exemple. On sait que les vieilles personnes sont celles dont le système immunitaire est plus faible et ne répondent pas au vaccin. Est-ce qu'il y en a? Et puis quel vaccin? En quelle proportion? À quel moment de la maladie le prélèvement a été fait, etc. Tout ça peut influencer également les résultats. Pour conclure, cette présentation ne me dérangerait pas si elle était faite dans le cadre d'une réunion de travail, d'une présentation entre collègues qui vont discuter, débattre, critiquer les données ou les analyses. Mais là, elles sont données en pâture au grand public, parmi lesquelles tous n'ont pas les connaissances pour pouvoir critiquer honnêtement ces chiffres. Ça n'enlève rien au fait qu'à cause du variant Delta, les vaccinés attrapent la maladie et ont des charges virales fortes et peuvent probablement transmettre la maladie. Mais il faut le montrer avec des arguments valables. C'est le cas par exemple de cette étude. Bon, c'est une preview, elle doit encore être lue par les reviewers, donc c'est à prendre avec des pincettes, et qui donne à peu près les mêmes résultats, mais ici avec des vaccinés Pfizer de 2 doses et 2 semaines révolues. Je ne comprends pas l'IHU de Marseille.